Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, que savez-vous vraiment de l'Internet que fréquentent vos enfants? On va poser la question à David Julien Ramil, il est l'invité du Grand Oral. Dans l'Anti-Sèche, on réveille sa culture générale cette semaine en partenariat avec les arènes BD sur la littérature française. Question du jour, on se concentre. Quand il était enfant, le poète Arthur Rimbaud reçut de sa mère une gifle mémorable. Pourquoi? Parce qu'il avait lu un livre interdit. De quel livre s'agissait-il? Réponse et explication dans moins de 10 minutes avec Catherine Maury. Et puis enfin, notre rendez-vous hebdomadaire avec Marie-Olivier. Sujet du cours particulier de la semaine, portrait d'un pédagogue pas si connu que ça, Neil Postman. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti. David Julien Ramil, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes journaliste, vous travaillez pour la revue et le site web de l'ADN où vous décryptez les cultures numériques et les tendances du secteur des médias. Et vous publiez aux éditions Divergence une enquête extrêmement fouillée sur l'Internet des enfants. Sous-titre « Une histoire secrète de l'Internet qui éduque, amuse et exploite la jeunesse ». Alors on va prendre les trois termes si vous voulez bien. Et on va commencer par l'Internet qui éduque. D'abord, vous commencez le bouquin par là. Et vous rappelez, pour celles et ceux qui l'auraient oublié, et je vous avoue que j'en faisais partie, qu'avant même l'explosion du web, on ne parle même pas des smartphones, mais la première idée que les gens ont quand Internet émerge, c'est « Ah, bah tiens, ce serait pas mal pour éduquer les enfants ». Oui, effectivement, c'est vrai que c'était une idée qui a été poussée notamment par le vice-président de Clinton à l'époque, Al Gore. Al Gore, exactement, désolé, je me le remets en tête, qui avait inventé cette fameuse expression « les autoroutes de l'information » en disant « Internet, ça va être formidable, donc non seulement ça va faire monter notre industrie qui est liée à l'informatique, mais en plus de ça, ça va apporter le savoir, la connaissance à tout le monde. » Et très rapidement, il y a eu cette idée de connecter les écoles, de mettre un ordinateur dans chaque classe et dans les CDI des collèges pour pouvoir aider les enfants à accéder à beaucoup plus de connaissances. Et le problème, c'est que pour ça, il faut tirer des câbles. Exactement. Ils inventent le NetDay, quand même, un truc de dingue. C'est ça, au début, c'est vraiment... C'est quoi le NetDay? C'est vraiment parti d'une petite initiative lancée par des ingénieurs de Sun Microsystems, donc qui consistait à rassembler des parents volontaires, de prendre des pelles, des pioches, d'aller creuser des tranchées pour aller tirer des câbles, voilà. Et d'acheter du matériel informatique pas très cher pour pouvoir équiper les écoles informatiques en Californie au début. Et donc c'est fait de manière coopérative, c'est-à-dire on dit aux familles, allez vous venez, on prend les bêches. C'est ça, c'est vraiment... On creuse les tranchées, on tire les câbles et... Il y avait aussi cette idée de il y a un faire... côté pionnier, quoi. Exactement, c'était totalement ça, il y avait ce côté, on lève un petit peu des étables de manière commune, comme à l'époque des cow-boys. Là, l'idée était un peu la même, c'est-à-dire que c'est le premier, d'ailleurs, événement crowd-sourcé, donc organisé de manière collective sur Internet, avec une carte interactive, on pouvait voir les écoles, on pouvait décider quelle école on voulait aller aider, et c'est quelque chose qui a commencé en 1995, donc en fait voilà. La préhistoire du web. C'est vraiment la préhistoire, les tout débuts. Ce web qui éduque, qui va assez rapidement se dissoudre dans un autre web, et le web des enfants, l'Internet des enfants que vous racontez, il a plein de caractéristiques. L'une d'entre elles, c'est qu'il va être fabriqué par les ados eux-mêmes, et c'est la naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui la culture geek. Exactement, donc c'est à partir du début des années 2000, je dirais même juste après les attentats du 11 septembre, on a eu en fait plusieurs internautes qui se sont créés des espaces en ligne qui avaient, des internautes qui avaient 15, 16, 17 ans, et ils étaient déjà geeks, ils étaient touche à tout, ils découvraient notamment une technologie qui était relativement accessible qui s'appelait la technologie Flash, et cette technologie Flash, elle permettait de créer des animations et des petits jeux vidéo de manière quand même assez simple, il suffisait juste d'avoir un ordinateur. On pouvait devenir un créateur de jeux très simplement. Et donc, un de ces geeks-là, qui s'appelle Tom Phelps, a monté un site web qui s'appelle Newgrounds. Qui vraiment au début était une sorte de petit blog personnel et qui au fur et à mesure est devenu une espèce de plateforme collaborative au sein de laquelle des centaines de milliers d'internautes proposaient leurs jeux vidéo, leurs petits dessins animés et les poster de manière publique. Et ça, vous le décrivez à plusieurs reprises dans l'ouvrage, parce que ça revient quasiment toujours. Une des premières fonctions, une des fonctions essentielles de cet Internet des enfants, c'est le côté cours de récré, c'est-à-dire que ce qu'on n'a pas forcément vu ou analysé, c'était ça, c'est ce désir des ados de se retrouver, d'échanger, de faire des bêtises ensemble au besoin, totalement, un peu à l'abri du regard des adultes. Oui, de créer leur propre culture, finalement. Créer leur culture, c'est ça. Et aussi
de pouvoir déjà aussi montrer ce qu'ils savent faire. Je parlais tout à l'heure des attentats du 11 septembre, c'est pas pour rien. Il y a eu aussi juste avant les attentats dans le lycée de Columbine, la fusillade qui avait été quand même très très dramatique et qui marquait le début comme ça de ces school shootings. Donc en fait, début du 21e siècle pour les Américains, c'est une période qui est assez sombre, qui est assez compliquée pour les ados. Il y a la guerre en Irak qui commence à se profiler, etc. Et je pense que à ce moment-là, il y a un besoin un peu d'extérioriser, d'avoir une espèce de culture un peu de sale gosse et de pouvoir l'exprimer. Et en fait, à la télé, il n'y avait que South Park qui permettait de le faire, mais Internet, pour le coup, c'était open bar. On pouvait le faire un peu comme on voulait. Et donc, tous ces jeux vidéo, tous ces petits dessins animés étaient appartenaient à ce qu'on appelle la culture edgy. Donc avec un humour très sombre, très noir. Edgy, ça veut dire un petit peu à la marge. Voilà, quoi. sur la marge. Donc, et cette culture-là, qui a été vraiment une espèce de contre-culture finalement assez formidable pendant le début des années 2000, on a vu après, s'est mis lentement à dériver et à donner en fait naissance à la culture du trolling. Sur des sites qui ensuite se sont mis à faire des raids. Il y a d'autres trucs pas très agréables dont on va évidemment parler, mais je voudrais qu'on reste encore sur un tout petit point. Parce que c'est ce que raconte aussi votre livre, c'est que tout ça est quand même imprégné de culture américaine, de la façon dont les relations sociales se tissent dans une cour de récré ou dans un établissement américain. Et alors on sait que l'importance de la popularité, il suffit de regarder n'importe quel college movie, c'est un ressort absolument essentiel dans les relations sociales. Et Internet va permettre la revanche du timide, du faiblard, du fort en thème, du nerd. Exactement. C'est d'ailleurs, on peut même voir que Mark Zuckerberg avec Facebook a exactement utilisé cette même mentalité. C'est-à-dire que l'idée déjà, c'est qu'effectivement sur Internet, on peut réinventer son identité. On peut être quelqu'un de populaire, notamment par le biais de la technique, par la maîtrise de l'outil informatique. Donc déjà, c'est autre chose que d'être le sportif ou le bel gosse dans le collège ou le lycée. Et puis, il y a aussi la validation que les pairs peuvent nous apporter. Donc, c'est-à-dire que sur Newgrounds, les jeux, les animations étaient notés. Sur Facebook, on peut extrapoler quelques années après, le nombre de likes, le nombre d'amis va nous permettre de mesurer, de quantifier notre popularité. Et ce qui est assez incroyable, alors je pense que c'est pas forcément que aux États-Unis que ça arrive. Hein, cette course à la popularité, elle est plus ou moins universelle, mais elle est effectivement très très présente aux États-Unis. Elle est marquée là-bas. Et toute cette idée d'être celui qui est le plus vu de la cour de récré ou du campus aux États-Unis, ça s'est forcément retrouvé sur les plateformes empruntées par les enfants. Un Internet qui se développe, qui dérive, vous l'avez déjà un petit peu mentionné, je vous cite, ils ont les jeunes érigés puis brûlé leurs idoles, se sont harcelés ou bien ont flirté, comme dans n'importe quel espace public occupé par des jeunes. D'accord, mais quand même à une échelle totalement inédite. C'est-à-dire que ça a touché des millions de personnes, littéralement, et quand à partir du moment... c'est pas pareil de se faire harceler par 3 personnes dans une cour de récré, ce qui est mal et très désagréable, ou de se faire troller par... là, on a eu des exemples, des millions de personnes. Là, on a eu des exemples, notamment au tout début on va dire de la célébrité sur Internet quand elle est arrivée. On appelait ça d'ailleurs les e-celebrities. C'était même pas encore des influenceuses. On a vu des jeunes filles qui font ce que font aujourd'hui les jeunes influenceuses, c'est-à-dire qu'elles parlaient d'elles, elles faisaient des vlogs, elles entretenaient des relations comme ça avec la communauté, se sont fait vraiment totalement harceler par ces mêmes geeks nerds qui ne supportaient pas d'ailleurs souvent de voir des filles arriver sur leur espace, leur cours de récré à eux. Et on a eu comme ça des cas de harcèlement. Je parle notamment de Jessie Slaughter ou de Kiki Cannibal, donc qui étaient des jeunes filles qui se sont fait connaître sur les premiers réseaux sociaux et qui ont vu des millions de personnes les harceler, les attaquer sans parfois beaucoup de raisons. Premiers incidents, première chose désagréable qui circule autour de cet Internet des enfants, première panique morale au pluriel. Oui. Vous en parlez beaucoup des paniques morales pour qualifier les périodes où les usages du web par les enfants, mais je pense qu'on peut l'étendre aux adultes, sont extrêmement critiqués. Mais il y a quand même des vrais problèmes, c'est pas que de l'ordre d'une panique fabriquée. Alors effectivement, Internet a toujours, comme n'importe quelle avancée technologique, généré ces moments où médias et politiques, on va dire, rentrent un petit peu en synergie, tourbillonnent pour pouvoir montrer à quel point il y a un problème, il y a un souci, et donc créer cette fameuse panique morale. Il y a eu et il y a toujours des problèmes liés au réseau, à Internet, et je ne suis pas du tout là pour le nier. Ceci étant dit, les premières paniques morales qu'on a vues émerger étaient notamment liées au dévoilement de la vie privée des enfants, à la possibilité que les jeunes filles notamment soient attaquées par des prédateurs. Des prédateurs sexuels, et on en a fait vraiment des tonnes. Non pas qu'il faut diminuer le problème, mais quand les enfants on a fait d'un certain nombre d'exceptions une généralité. Exactement. Et quand les enfants sont harcelés sexuellement, c'est beaucoup, pour la plupart du temps,
au sein de la famille. Et ça, en fait, ça masque cette réalité, cette triste réalité. Le web des enfants est ambivalent, il comporte à la fois des choses formidables et des choses terribles. Il peut ouvrir l'esprit sur des domaines culturels insoupçonnés. Il permet d'acquérir des compétences techniques, des connexions sociales, mais il peut aussi enfermer dans des bulles algorithmiques infernales et transformer n'importe quel jeune un peu paumé en fasciste misogyne. Extrait de l'Internet des enfants, une histoire secrète de l'Internet qui éduque, amuse et exploite la jeunesse. C'est aux éditions Divergence. C'est signé David Julien Ramil qu'on retrouve juste après l'Anti-Sèche. Cette année, dans l'Anti-Sèche, on révise sa culture générale au programme cette semaine en partenariat avec les arènes BD, littérature française. Question du jour. Alors qu'il était enfant, le poète Arthur Rimbaud reçut de sa mère une gifle mémorable pour avoir lu un livre interdit. De quel livre s'agissait-il? Catherine Maury, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous êtes professeure de français, mais aussi autrice, scénariste de BD. Vous avez signé avec Philippe Bercovici l'incroyable histoire de la littérature française. Je montre, c'est une nouvelle édition. Exactement, Enrichie. 3e édition. Oui, parce qu'on en est à 80 000 exemplaires. Ah ouais. C'est un gros best-seller. Je suis très très fière de le dire, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il avait lu, à votre avis, David Julien Rimbaud, allez, pour prendre une baffe du de Sade sa mère? Non. Bon, non, même Eh ben, pas. Même pas. du tout. Bien essayé. Bien essayé. Les Misérables de Victor Hugo. Dingue. Bah oui, alors à notre époque, votre enfant lit Les Misérables de Victor Hugo, vous l'emmenez chez McDo, vous lui offrez un portable, c'est la fête, quoi. Oui, déjà, il lit. Déjà, il lit, quoi. Et alors, à l'époque, Les Misérables faisaient partie de l'index Librorum Prohibitorum, c'est-à-dire l'index des livres prohibés. Donc, c'était une liste dressée par l'Église où on recensait tous les livres qui étaient censés être immoraux. Donc, il y avait tous les grands classiques. D'où l'expression de la mise à l'index. Voilà, de la mise à l'index. Donc il y avait Les Fleurs du Mal, Le Père Goriot, Le Lys dans la vallée, Les Lettres persanes. Voilà, tous ces livres, à l'époque, on les lisait comme on croquait le fruit défendu. C'était des livres sulfureux. On va traverser l'histoire de la littérature française toute cette semaine avec vous autour des grandes rébellions. Et donc ça, c'en est une. Les livres interdits. Hugo et celles et ceux que vous venez de citer. Rabelais, ça commence tôt. Mais oui, bien sûr. Pourquoi il se fait censurer, Rabelais? Alors Rabelais, donc vous connaissez ces personnages de géants. Gargantua, Pantagruel. Gargantua, donc Pantagruel, c'est le père. Il a un fils qui est donc Gargantua. Et Pantagruel est époustouflé par l'intelligence de son fils Gargantua parce que Gargantua a inventé, devinez quoi? Le meilleur torche-cul. Ce faisant, il a utilisé une méthode expérimentale. C'est ça qui est intéressant. Et voilà, c'est-à-dire qu'il a expérimenté. Pédagogie active. Voilà, il s'est torché avec tout ce qui est passé à proximité, donc les rideaux de sa maman, des robes, machin, tout ça. Et la conclusion est sans appel. Le meilleur torche-cul, c'est un oison bien dufteux. Voilà. Je me rappelle de cette histoire. Ouais, c'est ça. Et donc alors. Pantagruel est époustouflé par l'intelligence de son fils et il se dit il faut que je donne à cet enfant un maître qui soit à sa mesure. Et donc il engage un certain Tubal Holoferne dont les principes pédagogiques sont les suivants: s'enivrer, s'empiffrer, dormir et apprendre par cœur des choses auxquelles on ne comprend rien. Or, ce Tubal Holoferne, qui est donc un bien piètre enseignant, c'est un professeur de la Sorbonne. Donc c'est un théologien, puisque c'était la faculté de théologie. Donc il se moque de la théologie et des théologiens. Surtout. Donc forcément, le livre est interdit. Voilà, donc c'est... Les grands interdits de l'histoire de la littérature, il y a Molière. Alors Molière, donc c'est toujours des interdictions religieuses. Alors Molière, péché originel, il est acteur. Donc déjà, ça ne se fait pas. Pourquoi ça ne se fait pas? Eh bien parce que l'Église considère que les comédiens mettent en scène des passions adultères, de la violence, et donc ils vont exciter ces passions coupables dans l'âme du spectateur. Donc les comédiens sont interdits de communion dans certaines paroisses, interdits ne peuvent pas être inhumés dans des cimetières catholiques dans d'autres. Voilà, donc ça, il y a déjà ça. Et en plus, alors Molière aggrave son cas puisque c'est un libertin, c'est un libre penseur. Alors c'est avec le Tartuffe, évidemment, où il met en scène interdit par l'Église, quand même. Voilà, de faux dévots qui, sous couvert de piété, veut coucher avec la femme de son protecteur, le ruiner, épouser sa fille, etc. Donc la pièce est interdite une fois, interdite deux fois. Enfin bon, Molière se fait traiter de démon. Voilà. Un petit dernier pour la route en 30 secondes, Voltaire. Alors Voltaire, affaire Calas. L'affaire Calas. Donc qu'est-ce que c'est l'histoire? Donc un jeune homme, Marc-Antoine Calas, est retrouvé mort chez lui avec des marques de strangulation. On accuse son père de l'avoir tué. Pourquoi son père aurait-il fait ça? Parce que son père était protestant. C'est après, évidemment, la révocation de l'édit de Nantes. Et que Marc-Antoine Calas aurait voulu se convertir au catholicisme. Quand Jean Calas voit qu'il est accusé, tout à coup, il dit « Bon, ok,
je vais vous dire la vérité, en fait, mon fils, il s'est pendu, il s'est suicidé. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit tout de suite ? Parce qu'à l'époque, oui, les suicidés étaient des criminels. Ils vont en enfer, en plus, c'est pas bien. C'était un péché mortel. Oui, c'est ça, voilà. Voilà, ça c'est comique, mais voilà. Oui, c'est ça. Et donc c'est pour ça. Et en fait, Voltaire se saisit de l'affaire, il défend Calas. Il défend Calas et il arrive à le faire réhabiliter. Les rébellions de la littérature française, toute cette semaine dans l'Anti-Sèche avec Catherine Maury. Catherine, merci mille fois et on les retrouve évidemment dans cette incroyable histoire de la littérature française que vous signez avec Philippe Berkovici. C'est aux Arènes BD. Une 3e édition vient de sortir. On se retrouve demain. La question sera qui fut... Elle n'est pas très compliquée, je vous le dis tout de suite. Qui fut la première femme guillotinée pour ses écrits politiques pendant la Révolution. Pour l'instant, on retrouve David Julien Ramil, la suite du Grand Oral. Voilà, en consultant l'Internet des enfants, on pourrait avoir des réponses aux questions que pose la littérature française. David Julien Ramil, il y a eu de grands tournants, de grands accélérateurs au développement de ce web des enfants, notamment évidemment le smartphone, et puis vous l'avez déjà cité, Facebook en particulier, les réseaux sociaux en général. Et puis les algorithmes. Et les algorithmes. Alors, voilà. Les algorithmes qui accompagnent effectivement les réseaux sociaux. Ouais. Je dirais que les plateformes sociales, elles ont eu... on va dire cette force comme on disait tout à l'heure, de quantifier déjà la popularité, mais aussi de mettre en scène l'identité et les amitiés, les interactions que pouvaient avoir les jeunes internautes entre eux. On se souvient peut-être de MySpace, avant Facebook, qui permettait par exemple qui permettait d'éditer ses propres contenus avec à l'époque, une ergonomie extrêmement sympathique. Oui, on pouvait personnaliser sa page. Voilà. On pouvait aussi classer dans un tableau ses 8 meilleurs amis, du meilleur au moins bon. Et je peux vous dire qu'à mon avis, ça a dû provoquer plus d'un drame. Et surtout aussi, c'était des endroits où des très jeunes, qui n'étaient pas censés être là, d'ailleurs, il faut se rappeler que normalement, c'était censé être interdit aux moins de 13 ans, fréquentaient des jeunes adultes. Donc, il y avait aussi des petits soucis. Ça, c'est un vrai sujet que vous traitez, cette fameuse interdiction aux moins de 13 ans, en disant qu'elle n'a jamais été appliquée très sérieusement. Et finalement, vous dites, celles et ceux qui... voudraient protéger leurs enfants d'un usage excessif d'Internet, les parents en l'occurrence. Les deux solutions, c'est le dialogue. Ouais. Et puis pas trop de smartphones malgré tout. Il y a une... Retirer l'appareil, ça fonctionne. Quoi. Non, mais vous leur renvoyez un peu la responsabilité en leur disant, au lieu de paniquer, faites votre boulot. Alors c'est vrai que... J'essaye en tout cas de pas forcément porter la faute intégralement sur les parents parce qu'on a eu aussi une tendance à vouloir les responsabilités de manière presque individuelle et que quand on est parent et que notre adolescent arrive au collège, s'autonomise et en plus de ça a accès à un téléphone portable, il y a tout un pan de la parentalité qui doit en plus s'appliquer au-delà des notes, du comportement, c'est la parentalité numérique. C'est ça. Et donc ça c'est quelque chose qui est assez nouveau que finalement on est un peu en train de théoriser au fur et à mesure et ça demande beaucoup d'énergie. Donc déjà, pour le coup, c'est pas si évident que ça. Donc il y a un contrôle qui se fait au niveau du smartphone, que ce soit au niveau du temps d'utilisation, des moments où il n'est pas censé l'utiliser ou pas. Les enfants sont très très forts aussi pour détourner et contourner ces règles. Il n'y a aucun souci là-dessus, mais ça fait partie du jeu. Et puis, effectivement, le deuxième outil qu'on peut utiliser, c'est, comme je dis, c'est un peu une espèce de copilotage bienveillant. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'être dans l'interdiction bête et méchante et de se dire je veux pas savoir ce que mon enfant fait sur Internet, tout ce qui m'importe, c'est le temps qu'il passe dessus, c'est en fait d'aller vers lui et d'essayer de voir quels est les contenus qu'il consomme, quels sont les influenceurs qu'il regarde, quels sont les jeux auxquels il joue, éventuellement participer avec lui, avoir un regard bienveillant, critique, et en fait ça participe à de l'échange, et je trouve que c'est très enrichissant. Pas de panique morale, j'ai retenu la leçon. Néanmoins, je découvre en vous lisant cette étude américaine intitulée Monitoring the Future, je ne prononce peut-être pas très bien, mais bref, vous aurez compris, sur les ados américains qui révèle que la proportion de ceux qui voyaient leurs amis en personne presque tous les jours était de 44% en 2010, elle est descendue à 32% en 2022. Donc il y a quand même un effet de cette fameuse culture de la chambre, de l'enfant, et avec des impacts sur la santé, parce que ça a été documenté aussi, notamment par l'OMS, de dire, moins les enfants... Tout à fait. Font du sport et avalent du bon air et moins ils sont bien, quoi. Alors je dirais qu'il y a cette fameuse histoire de l'épidémie de solitude qui a été très mise en avant, notamment à partir du Covid, parce que pendant quasiment 1 ou 2 ans, des enfants dans certaines parties du monde se sont vraiment retrouvés enfermés chez eux. Je pense qu'on est encore en train de traiter un peu les suites de tout ça. Ça va prendre du temps et puis même
En fait, le numérique a justement profité de cette brèche où les gens étaient enfermés chez eux pour prendre une place gigantesque. Et en fait, maintenant, ça demande un petit combat pour pouvoir reprendre un peu une vie sociale en dehors des écrans, en dehors de la maison. Avec une augmentation énorme, hein. Vous donnez les chiffres. Je prends juste les chiffres pour les 13-19 ans qui sont passés avant le Covid de 19 heures à plus de 27 heures par semaine. Tout à fait, mais donc c'est quasiment, enfin non, c'est pas un doublement, mais c'est. Je pense qu'il y a vraiment, on est à la croisée en fait de deux phénomènes. Le premier, c'est que notamment dans les villes américaines, en fait, l'urbanisme, la manière dont les villes sont faites. Sont de moins en moins adaptés aux humains en fait. C'est-à-dire que c'est des endroits où on peut pas traverser les rues, où il y a que des voitures qui roulent à fond, et en fait il manque ce qu'on appelle les fameux tiers-lieux, c'est-à-dire les endroits où avant c'était le terrain de basket, le terrain de jeu où les enfants pouvaient se croiser. En fait on en a de moins en moins. Déjà, les enfants peuvent moins interagir. Et puis aussi parce que il y a une concurrence qui, justement, enfin, le numérique vient pallier à ce manque-là en proposant ces fameux endroits, ces fameux tiers-lieux dans le numérique. Les enfants se retrouvent dans Fortnite ou sur Roblox et vont pouvoir jouer ensemble. L'épidémie de solitude, il faut bien comprendre que les enfants ne sont pas forcément tout seuls. Ils sont avec leurs amis, ils sont avec leurs copains, mais ils sont par écran interposé. Là où ça pose problème au niveau de la santé mentale, c'est qu'on ne remplacera pas une interaction, aussi géniale soit-elle sur un jeu vidéo, ça remplacera pas une bonne interaction ensemble, à se voir avec nos vrais yeux et pouvoir se toucher, se parler. C'est pas la même chose en fait. Autre angle mort peu vu par les parents sur ce fameux Internet des enfants, et là on parle plus d'enfants mais carrément de bébés ou en tout cas des tout petits. Il y a deux trucs, il y a l'exploitation de l'image des enfants par les parents, avec un cynisme quand même assez spectaculaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez un bébé qui réagit à quelque chose dans une publication Instagram ou sur une vidéo, vous avez quelque chose entre 20 et 30% d'engagement en plus. Wow. Donc pour ça qu'il y a aussi énormément... C'est pour ça qu'on leur balance des crêpes sur la figure. Exactement, et ça depuis un certain temps, les bébés notamment, ça a toujours été un peu une espèce de faire-valoir comique sur les réseaux. Donc il y a eu plusieurs challenges comme ça qui sont passés, notamment leur faire claquer une tranche de cheese comme ça sur le crâne, c'est le fromage. Ou dernièrement sur TikTok, il y avait effectivement leur craquer un œuf sur le crâne, alors, ce qui peut faire mal. Et l'idée, c'est qu'en fait la réaction soit de rire, soit de peur, soit d'étonnement d'un enfant, en fait ça provoque quelque chose dans le regard du viewer, dans celui qui regarde la vidéo, qui va déjà instinctivement lui donner envie de liker parce qu'il va trouver ça mignon ou rigolo ou amusant. Mais en fait, on utilise ces enfants comme vraiment des espèces de petits gadgets pour faire réagir les gens finalement. Et ceci n'est absolument pas régulé. Et puis alors, il y a l'autre aspect, c'est que j'ai découvert, je crois qu'on l'avait dit une fois dans cette émission, mais bref, que parmi les vidéos les plus regardées au monde, si ce n'est les plus regardées, c'est Cocomelon et les fameuses petites comptines qu'on a sur YouTube. En fait, on se rend bien compte que c'est les chaînes et les vidéos qui sont les plus regardées au monde. On parle de plusieurs centaines de milliards de vues. Ça, c'est un phénomène qui a vraiment grandi, on va dire, à la fin des années 2000. C'est l'Internet babysitter, quoi. Exactement. Est-ce que c'est très différent, et c'est ma dernière question en 30 secondes, de ce qu'on avait avec la télévision? Parce que moi, j'ai grandi à cette époque-là, on disait, oui, les parents mettent la télé pour garder les gamins. Oui et non, dans le sens où sur la télévision, il y avait quand même un directeur de grille de programme qui faisait un minimum, une sélection, et donc même si les enfants restaient très longtemps dessus, au moins, ils avaient accès à des programmes qui étaient plus ou moins adaptés, tandis qu'en fait, sur YouTube, ce qui prime, c'est pas de faire de la qualité, c'est de faire de la vue. Et donc en fait, il y a tout un tas d'acteurs qui de faire de la vue et faire du temps de présence surtout, parce que l'algorithme privilégie les vidéos qui sont regardées en entier. Exactement, et qui produisent donc du contenu assez indigent. L'Internet des enfants, une histoire secrète de l'Internet qui éduque, amuse et exploite la jeunesse. C'est un ouvrage absolument passionnant, extrêmement documenté. On reparle évidemment beaucoup des États-Unis, mais pas que. Si vous êtes parent comme moi, vous allez vous y reconnaître à plusieurs endroits. Mais bon, peut-être qu'au moins à la fin, vous céderez un tout petit peu moins aux paniques morales. Le livre est sorti aux éditions Divergence. Vous restez avec nous? On va prendre un petit cours particulier sur un pédagogue qui s'appelle Neil Postman. C'est Marie-Olivier qui nous le propose. Cours particulier, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Marie-Olivier et avec les pédagogues ou la pédagogie. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Un pédagogue aujourd'hui, Neil Postman, vous nous proposez de remonter un petit peu dans le temps, mais au fond, pas tant que ça, il est mort en 2003. On remonte moins dans le temps que souvent ici. Exactement, il est né en 1931, mort en 2003. Effectivement, Neil Postman, c'est un professeur, un auteur et un théoricien des médias américains qui naît à New York, aux États-Unis, et qui fait ses études à New York jusqu'au doctorat en éducation à la prestigieuse université Columbia. Et il y enseigne notamment le rapport aux médias, qui est un sujet
qui n'était pas étranger à ce que nous avons exploré depuis tout à l'heure avec David. C'est ça. Postman fonde un programme d'écologie aux médias à la New York University, l'Université de New York. C'est un auteur aussi pléthorique. Il publie une vingtaine de livres, 200 articles dans des publications comme le New York Times Magazine ou encore le Washington Post. Médias, évidemment, mais éducation, c'est ça qui fait. Éducation, c'est aussi un de ses grands sujets d'intérêt. Dans les années 70, il fonde même avec d'autres personnes une école alternative. Les principes pédagogiques de cette école, en fait, ils sont basés sur l'un de ses livres, un des plus connus, qui s'appelle « Enseigner un acte subversif ». Subversif. Subversif, un peu provocateur. Ouais, c'est un peu provocateur, mais en fait, Postman et Charles Weingartner, donc son associé, suggèrent en fait qu'aux États-Unis, l'éducation traditionnelle de l'époque propose des curriculums, des cursus qui sont vraiment pas très adaptés finalement à la vie des enfants et des jeunes. Donc, il décide à la New Rochelle High School, le lycée expérimental qu'il fonde, de mettre en place un programme qui s'appelle le programme d'enquête, d'engagement et d'études indépendantes. Programme qui repose sur 3 piliers. 3 piliers que je viens de nommer. Donc, l'enquête d'abord. Les professeurs ne donnent pas des réponses toutes faites, des connaissances aux enfants, mais en fait, les élèves sont encouragés à poser des questions et à trouver leurs propres réponses. Deuxième principe, l'engagement actif. Et là, on connaît ça par cœur dans cette chronique. Les élèves sont acteurs de leur apprentissage. Et puis, ils mettent en œuvre aussi des projets concrets. Troisième pilier, l'étude indépendante. Là, ils développent leur autonomie et leur esprit critique en classe. Comment il a marché, ce programme ? Alors, il a bien fonctionné pendant une quinzaine d'années. Après, ça a fermé, mais aucun doute qu'il y a eu des générations d'élèves et de professeurs qui ont été influencés. Postman a fait grand bruit à l'époque. Il intervenait dans des conférences, notamment sur l'éducation, et il disait, par exemple, qu'il voyait les écoles vraiment comme des communautés conviviales. Il remettait en question aussi le système de notes. Il voulait le supprimer ou en tout cas le transformer. Il voulait supprimer aussi les classes homogènes. Et puis, il insistait beaucoup sur l'accent. Il mettait l'accent sur l'éducation civique, donc pour faire en sorte que les élèves soient vraiment des citoyens qui apprennent les droits et leurs devoirs. Et pour lui, c'était vraiment le premier rôle de l'école. Enseigner un acte subversif, ouvrage majeur de Postman. Et puis quelques années après, il publie Enseigner un acte conservateur. Qu'est-ce qui se passe ? C'est bizarre. On dirait qu'il revient sur ses pas parce qu'il est assez progressiste finalement. Au début, on le voit avec son premier livre et ses principes. Eh bien, le second, en fait, il vient en complément. Il ne vient pas complètement changer sa pensée. C'est un petit tournant, mais pas tant que ça. En fait, c'est pas conservateur au sens politique, mais il voit l'école comme quelque chose qui préserve des principes essentiels face aux grandes transformations de l'époque des années 70-80. Parce que dans ces années-là, on voit la domination, non pas encore de l'Internet, mais de la télévision. Et là aussi, il y a de la panique morale dans l'air. Et oui, il n'est pas technophobe du tout, Postman, mais il critique la domination des médias de masse, dont la télévision, et remet vraiment au cœur l'importance dans l'éducation de l'écriture et la lecture. Il met aussi en garde contre l'évolution des technologies en classe. Encore une fois, il ne remet pas en cause leur utilisation, mais il n'est pas contre, mais il pense vraiment que ça doit s'accompagner, cette introduction, d'une réflexion sur les effets qu'ont ces technologies, des effets cognitifs et des effets sociaux. En fait, et on en parle régulièrement dans cette émission, c'est un peu, il invente l'éducation aux médias et à l'information, je vais dire avant l'heure, mais c'est vraiment les piliers de ce qu'on trouve. Oui, tout à fait, c'est l'un des premiers, ils sont nombreux, mais un des ancêtres, on va dire, de l'éducation aux médias. Et dès les années 80, Postman plaide vraiment pour un enseignement critique aux médias, où les élèves apprennent à analyser les informations plutôt qu'à les absorber passivement. C'est un principe, évidemment, qui est plus que jamais d'actualité à l'heure des fake news, des deepfakes, de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Marie, vous l'aviez croisé, Postman ? Alors j'ai lu pas ces livres, mais des articles qui évoquaient effectivement, et c'est vrai que dans tout ce qui est culture du média et culture de l'éducation aux médias, il est essentiel. Et le pauvre, à mon avis, vu ce qui se passe aux États-Unis, doit un peu se retrouver dans sa tombe en ce moment. C'est clair. Merci beaucoup, en tout cas, Marie. David Julien Ramil, merci beaucoup aussi. Je redonne la référence de votre ouvrage, L'Internet des enfants, une histoire secrète de l'Internet qui éduque, amuse et exploite la jeunesse. Ouvrage tout à fait essentiel. Merci également à toute l'équipe de l'émission, Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec et Dylan Colère à la préparation de l'émission, qui sont en régie aujourd'hui avec au son Saïd Mamou et à la réalisation Angèle Jean Girard. Vous restez sur School TV, vous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux avec plein d'algorithmes et tout pour que vous restiez longtemps dessus.